tant que présidente de l'Institut franco-américain, je suis heureuse d'accueillir Michel Moutot, journaliste, écrivain, observateur des États-Unis depuis longtemps, et Arnaud Vasmer qui va animer cet entretien. Et on a beaucoup de chance d'avoir notre intervenant et beaucoup de chance de vous accueillir ici à l'Institut franco-américain grâce à une rencontre fortuite avec la présidente de l'association Rue des Livres qui a demandé si on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble et nous voici. Alors, Elisabeth Lemot regrette de ne pas être ici ce soir, mais elle nous a laissé dans les très compétentes mains de son administratrice Anaïs Bio. Merci beaucoup et merci pour être ici. Eh ben, juste un mot pour remercier l'Institut franco-américain pour son accueil. Le Festival Rue des Livres 2021, il a dû s'adapter, évidemment, en cette année particulière. Mais l'ambition, elle reste la même. Vous faire découvrir des auteurs, des univers, vous donner des envies de lecture. Et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup à l'issue de cette rencontre ce soir. Et je vous invite également, si vous souhaitez poursuivre les découvertes, à regarder la série de 5 émissions qui a lieu, qui est diffusée sur TVRN à partir ces temps-ci, c'est les prochaines semaines. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je salue les étudiants de l'IEP qui nous regardent ici ce soir, et également voilà, le public de Rue des Livres, le public de l'Institut franco-américain, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes les deux. Bonsoir donc et bienvenue à cette rencontre au format exceptionnel pour Rue des Livres 2021. Je précise qu'à la fin de l'entretien avec Michel Moutot, d'ici à peu près 3/4 d'heure, vous pourrez à votre tour poser vos questions via le chat sur YouTube. Donc n'hésitez pas, même en cours de la rencontre, à écrire vos questions. Et puis vous pourrez également trouver les livres qui sont disponibles en précommande avec une carte dédicacée à la librairie Greenwich de Rennes. Notre invité, c'est donc vous, Michel Moutot. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu jusqu'à Rennes pour cette conversation. Vous êtes depuis une trentaine d'années reporter à l'agence France Presse, spécialiste des questions du terrorisme international, lauréat du prix Albert Londres, et vous étiez correspondant à New York en 2001 lors des attentats. Vous en avez fait une partie de la matière de votre premier roman. Il y avait eu un livre avant, mais ensuite il y a eu 3 romans. Donc le premier est celui-ci, Ciel d'acier, dans lequel vous racontiez les Huron Workers, qui sont les Mohawks, l'une des nations iroquoises vivant entre le Canada et les États-Unis. Vous les avez racontés sur le temps long, celui de plusieurs générations, parce qu'ils ont participé à construire l'Amérique, les grandes infrastructures, ce que vous racontez, les ponts, et puis donc les tours, les fameuses tours jumelles. Et ils ont été parmi les premiers à entrer dans les décombres de ces tours après les attentats pour découper l'acier et ouvrir ainsi des voies d'accès au secours, sans être tout à fait considérés comme des héros, puisque c'est l'un des enjeux de ce livre, la figure du héros que vous interrogiez à l'époque. Et puis, on les retrouve évidemment après, pendant les mois et les mois qui ont suivi, quand il a fallu déblayer tous les décombres des tours avec les risques qu'ils avaient sur leur santé et la reconstruction après d'une tour. Après les charpentiers de l'acier, vous vous êtes intéressé aux charpentiers de bois, notamment dans le roman suivant qui s'appelle Séquoia. Le voici, les bois, ces fameux arbres que l'on trouve sur la côte ouest des États-Unis, où vous nous emmeniez au 19e siècle, ceux qui ont permis de construire San Francisco et puis les villes et villages de la baie San Francisco au moment où elle venait d'être nommée ainsi, lorsqu'elle n'était plus mexicaine mais pas encore tout à fait américaine. Elle s'apprêtait à le devenir, et Séquoia raconte la période de la ruée vers l'or à partir d'une fratrie de chasseurs de baleines. On commence très très loin de cette Californie de la ruée vers l'or, puisque nous sommes au début sur l'île de Nantucket, donc la côte est au large du Massachusetts, avec cette famille dont le père
chasseurs de baleines est mort et une partie de leur construction est partie dans un incendie, parce que c'est aussi un élément qu'on retrouve souvent dans vos livres. On construit, mais l'incendie déconstruit assez souvent, et avec leur bateau, sans dire aux actionnaires du bateau, avec l'équipage et puis avec des passagers, ils auront fait tout le voyage, le long voyage, parce que ça prend quand même la moitié du roman pour rejoindre la côte ouest en passant par le Cap Horn. Et si certains, parce que c'est un roman choral, si certains ont choisi d'aller rejoindre ceux qui sont allés chercher l'or, Mercator, qui est le personnage principal que vous racontiez dans Sequoia, lui s'est dit que exploiter le bois et apporter le bois pour participer à la construction de la ville était certainement plus sûr et plus enrichissant. Tout ça, c'était les deux romans précédents. Et puis l'an dernier, c'est notamment celui-ci dont on va parler, vous avez publié un troisième roman qui s'appelle L'América. Nous sommes ici dans la première décennie du XXe siècle. C'est le roman dans lequel le temps est le plus ramassé, 1902, pardonnez-moi, à 1910, avec un pêcheur sicilien qui, après avoir été découvert avec la fille de l'homme le plus influent de la région et avoir tué le frère aîné de celle-ci pour se défendre, va se voir dans l'obligation de partir très très loin pour se sauver. Les États-Unis seront sa terre promise. La Californie, là aussi, avec deux richesses qui à un moment s'ouvrent à lui et qu'on retrouvait donc dans Sequoia, la pêche ou l'or. Lui va choisir ce pêcheur. Ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la pêche, notamment des saumons qui sont en abondance, puisque vous racontez les courses de saumons qui fait qu'on voit même plus l'eau tellement ils sont en quantité abondante. Et puis vous allez le raconter lui, mais aussi la fille de ce fameux Fontaniero, l'homme le plus puissant de la région, qui va passer des années et des années à chercher le moyen de le retrouver lui. Elle a été entre-temps mariée de force à son cousin après s'être révélée enceinte du pêcheur. C'est une histoire de survie, une histoire d'amour et de vengeance que vous racontiez, et une histoire de la mafia entre l'Italie et les États-Unis, qui ne fait que passer par la plus sicilienne des villes américaines, qui est New York. Un roman dans lequel on croise, pour l'anecdote, mais pas que l'anecdote, à deux reprises, Jack London, puisque c'est aussi un roman qui s'inscrit dans une actualité très précise, celle du tremblement de terre de San Francisco en 1906, et puis 4 ans plus tard, on va retrouver ailleurs ce Jack London. Et voilà, si j'ai juste évoqué à la fin de la présentation le mot de mafia, c'est parce que c'est un mot qui arrive tardivement dans votre roman. 3 romans américains, donc, Michel Moutot, vous qui avez, en tant que correspondant, passé 4 années là-bas aux États-Unis, mais qui avez sillonné le monde par votre activité. Pourquoi est-ce malgré tout l'Amérique, même si ensuite vous êtes revenu pour tout simplement pour le plaisir, à plusieurs reprises, pourquoi est-ce l'Amérique qui donne à chaque fois la matière de vos romans, se publier et ce à venir? Je pense que c'est d'abord, avant même d'y avoir vécu, en fait, j'ai toujours habité une espèce d'Amérique imaginaire qui est venue de mes lectures d'enfant, je pense. Le dernier des Mohicans. J'ai mis un petit moment à comprendre que Mohawks et Mohicans, c'était le même mot. Et donc, le dernier des Mohicans que j'ai lu en bibliothèque verte. Et surtout, mon livre de chevet que je relis tous les 4-5 ans, c'est Les raisins de la colère de John Steinbeck. Que ma maman, le roman de la Grande Dépression. Voilà, que ma maman, prof de français, m'a fait lire quand je devais avoir 13-14 ans, je pense. Qui est un roman qui m'a tellement marqué. On dit souvent, vous savez, que certains livres peuvent changer une vie, mais moi c'est vraiment le cas. Je me souviens de refuser de venir manger, par exemple. Je revois mes parents me dire c'est l'heure de passer. Je disais j'ai pas faim, laissez-moi, je veux finir ce livre. Et donc moi j'ai une passion pour John Steinbeck, j'adore cet écrivain. Et le fait d'avoir vécu aux États-Unis m'a confirmé que c'est un pays qui est incroyablement romanesque. De fait de sa fondation, c'est quand même la seule fois dans l'histoire du monde que une terre que tout le monde disait vide, qui évidemment ne l'était pas, mais dont on a quand même joyeusement massacré les habitants pour prendre leur place, a été peuplée par un échantillon du reste de l'humanité.
Et vous avez cette espèce de mythe qu'ils ont, de mythe fondateur, de la ville sur la colline, l'exemplarité qu'ils estiment avoir ou devoir au reste du monde, vient de là. Et ça veut dire une multiplication d'histoires. En fait, chaque émigrant qui est arrivé dans ce pays a une histoire par définition, hein, puisque c'est pas pour rien qu'on partait là-bas. Moi, pendant mon séjour à New York, je suis allé très souvent à Ellis Island, donc l'île par laquelle passaient les immigrants, le centre de tri, qui est maintenant un musée de l'immigration qui est absolument extraordinaire. Et vous voyez les destins de gens qui viennent des pogroms d'Ukraine, qui viennent d'Afrique, qui viennent de tous les pays d'Europe, sur l'autre côte, qui viennent de Chine, qui viennent du Japon. Et tout ça, c'est devenu ce fameux melting pot qui marche plus ou moins, évidemment. Plus les esclaves africains à qui, eux, on n'a pas demandé leur avis, on les a transportés de force. Et moi qui aime les histoires, j'ai toujours trouvé que ce pays était une mine d'histoire absolument sans fin. Quel lien vous faites justement entre cette activité de journaliste que vous avez aux États-Unis et puis cette boîte à histoire que sont les États-Unis? Parce qu'on n'a pas le même rapport dans ce cas-là, évidemment, à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je suis tombé tout simplement sur le début de l'histoire donc de Ciel d'acier, de mon premier roman, quelques jours après le 11 septembre. Ça devrait être le 17 ou le 18 septembre 2001. Donc, moi, j'ai passé pratiquement 2 mois, tous les matins, à ce qu'on a appelé Ground Zero. J'étais chargé de raconter ce qui s'y passait, dans la mesure du possible. C'était pas très facile parce que les lieux étaient interdits d'accès à la presse, ce qui, soit dit en passant, m'a sauvé la vie, parce que si j'avais pu y aller autant que j'aurais voulu y aller, j'aurais respiré ces fumées dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient hautement toxiques. Hein. En gros, quasiment tous les sauveteurs sont en train de mourir, s'ils ne sont déjà morts. Et un jour, en fait, je tombe sur un de ces iron workers, donc un de ces monteurs d'acier indiens, qui a une longue natte. Je le revois encore, celui-là je ne l'ai plus jamais revu. Il a une longue natte qui sort de son casque et qui lui arrive jusqu'au milieu du dos. Et un des pompiers avec lesquels j'étais en train de discuter le regarde et me dit « Mais nous, sans ces gars-là, on ne peut rien faire là-dedans. » Ce sont les monteurs d'acier, des cut the steel. Ils découpent l'acier. Et moi, je me dis, toujours à la recherche d'une histoire à raconter, parce que c'est un peu ça à l'AFP, vous voyez, contrairement à par exemple un journal ou un magazine, une fois qu'il a fait un papier, il ne va pas vous refaire le même le lendemain. Nous, oui, puisqu'on a 6000 clients dans le monde entier, et quand tu es chargé de cette couverture, tous les jours, il faut raconter ce qui s'y passe. Donc au bout d'un moment, il faut trouver ce qu'on appelle des angles chez nous, donc des façons un peu différentes de raconter l'histoire. Et donc j'ai fait un premier papier sur ces monteurs d'acier, pourquoi ils sont là. Et quelques mois plus tard, en fait, je suis tombé à New York, donc au Museum of American Indians, qui dépend de la Smithsonian, la grande fondation américaine, sur une exposition qui raconte l'histoire de la tribu. The Mohawk Indians build New York, comment ils ont construit la ville. Et là, j'étais fasciné par l'histoire de la tribu. Ça remonte à 1886, dans une petite réserve sur le Saint-Laurent, au nord de Montréal. Et j'ai trouvé ça tellement romanesque, j'étais absolument persuadé qu'un écrivain de l'État de New York ou canadien avait raconté leur histoire. Et je me souviens rentrer sur ma moto au bureau et me dire « Ah, je vais me régaler de lire ce bouquin, il faut que je le trouve ». Et je le cherche partout. Et encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris que personne ne l'ait écrit avant moi. Et personne ne l'avait écrit. Voilà, donc vous avez fait le livre que vous auriez aimé lire. Qui reste ma ligne de conduite absolue. Chaque fois que je raconte une histoire, que je pars sur une nouvelle histoire, je pense toujours... enfin, je ne peux pas m'empêcher en fait, de raconter une histoire que j'aimerais lire. Avec une difficulté ou pas quand on affronte des imaginaires aussi puissants. Ici, dans l'América, c'est la mafia. Dans Sequoia, c'est la ruée vers l'or. C'est-à-dire qu'avant même d'entrer dans votre roman, on a
un imaginaire. Et vous, probablement aussi, avant de l'écrire. Sauf qu'évidemment, l'América, c'est pas la mafia à New York ou à Chicago que vous allez raconter. Donc, vous déviez cet imaginaire. Comment vous composez avec cela? Alors justement, quand vous voulez parler de mafia, enfin, l'América, c'est parti de la Sicile, de cette petite île de Maritimo où nous étions en vacances et où je rencontre un Américain qui parle pas un mot d'italien, mais qui me dit, mais moi, je suis de Monterey, donc une petite ville californienne sur la côte. On est 6000 à Monterey d'être des descendants des pêcheurs de cette île, parce qu'ils sont partis pêcher la sardine. Et moi, ça me dit, ah tiens, c'est intéressant, je vais creuser un petit peu. Donc, qui dit Sicile dit mafia, évidemment. Mais moi, je m'étais plus intéressé à la naissance de la mafia. Comment est-elle née? Tout simplement parce que vous n'allez pas refaire le parrain. Il y a des trucs, faut pas y toucher. Vous refaites pas les raisins de la colère, vous refaites pas le parrain, parce que ça pourra pas être mieux, ce sera forcément moins bien. En revanche, comment est née la mafia? Moi-même, je ne le savais pas, donc je me suis renseigné. J'ai lu tout un tas de bouquins, les livres d'histoire existent, évidemment, et c'est absolument passionnant. Alors, on est effectivement très très loin du parrain ou des films de Scorsese ou de tout l'imaginaire romanesque et cinématographique sur la mafia. Le Fontaniero, c'est tout simplement, dans son petit patelin, celui qui décide où est-ce qu'il va ouvrir le robinet pour aller abreuver les citronniers. On est très très loin des grosses affaires de corruption, même si, avec le temps et le fil du roman, on va arriver à Naples et on va arriver dans des villes où la mafia est plus installée. Et historiquement, la mafia, en fait, est née au milieu du 19e siècle dans les vergers d'agrumes de Sicile. Et les premiers mafieux étaient tout simplement les contremaîtres de ces grands domaines, appartenant souvent à des nobles qui étaient soit à Naples, soit à Rome, pas là, qui se sont mis à voler leur patron, tout simplement. Et après, ils ont construit cette espèce de mythologie. Certaines veulent faire croire que ça remonte au Moyen-Âge pour défendre l'île contre les envahisseurs. C'est absolument faux. Tout ça, ça a été raconté après. C'est tout simplement ces gens qui se sont aperçus qu'ayant la main sur le robinet, ils pouvaient ruiner l'un, favoriser l'autre et en échange devenir très riches. Là-dessus arrive, mais très, très, très tôt, le marché américain. Vous êtes aussi très étonné qu'au début du 19e, New York, vous n'avez pas encore la Floride aux États-Unis. Donc vous n'avez pas les grands champs d'agrumes de Floride. Donc c'est un énorme marché d'exportation. Quand on exporte des caisses de citron, on peut aussi exporter des armes, on peut aussi commencer à vendre de la drogue. Et ainsi, c'est de là qu'est née la mafia. Donc les premiers mafieux sont les fontanieri, donc les fonteniers, les maîtres de l'eau. Voilà, moi j'ai la main sur le robinet et si tu essayes donc l'histoire que je raconte là de mon fontanière dont le patron le propriétaire s'aperçoit qu'il le vole, il essaye de le remplacer. Le remplaçant, tout d'un coup, est retrouvé mort dans le verger parce que voilà, vous me remplacez pas, maintenant il va falloir dealer avec moi. Et en fait, les grands propriétaires s'aperçoivent assez vite aussi, face à la montée des syndicats et du communisme, que ça peut être aussi une main-d'œuvre qu'on peut utiliser. Et certes, ils nous coûtent 30% de notre récolte, mais ils maintiennent l'ordre, ils font enrayer la terreur. Enfin, tout ça, je l'ai appris tout simplement dans les livres d'histoire. Parce qu'à ce Fontaniero, on lui propose, à un moment il est arrêté, première fois lui qui se sentait en tout cas complètement intouchable, il est arrêté, il est transporté très très loin de son île et en fait on le remet en liberté avec comme deal, il y a les rouges qui arrivent, les syndicats, tu vas t'en occuper pour nous. Qui est complètement dans la vérité historique aussi, oui, les grands patrons ont lutté contre l'influence communiste. En se servant de la mafia comme gros bras en fait et régulièrement des chefs syndicalistes étaient assassinés, on retrouvait souvent pas leur corps et tout ça objectivement c'est quelque chose que moi j'avais jamais lu et j'ai toujours cette démarche moi quand je me renseigne, quand à la fois je vais sur le terrain et je lis beaucoup de livres historiques, je me dis toujours que moi qui connais un peu l'histoire, si celle-là je la connaissais pas et si j'arrive à la romancer et la mettre en scène, le lecteur va non seulement suivre l'histoire, s'attacher au personnage, mais sans doute apprendre des choses sur la période.
sur tous les cas ce qui se passe au moins sur les 3 romans Michel Moutot que vous avez écrits. Donc vous nous avez raconté comment est-ce que vous déjouez ou jouez avec l'imaginaire ou les a priori qu'on peut avoir. En même temps, dans ce que vous nous racontez, il y a quelque chose qui est aussi remarquable dans vos 3 livres. Ce que vous avez dit, là vous êtes remonté à l'origine de la mafia. Et il y a ça à chaque fois. Dans vos livres, allez à l'origine de Ciel d'acier, vous remontez à l'origine de ces Mohawks qui, avant de construire les Twin Towers, ont eu cette légende que, soi-disant, ils n'auraient pas le vertige, donc on les a embarqués sur tous les grands édifices et les gratte-ciel. Dans Sequoia, c'est l'origine de la Californie, l'origine de la richesse de la baie de San Francisco. Pourquoi l'origine est si présente chez vous, vous intéresse autant? C'est moins une histoire d'aujourd'hui à chaque fois que vous racontez, c'est toujours d'où ça vient. Oui, mais c'est un peu ma formation de journaliste. Moi, j'aime beaucoup arriver dans un village. Vous voyez, j'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient. J'étais correspondant au Liban. Si vous voulez comprendre le Liban, il faut remonter à l'Empire ottoman. Sinon, vous ne comprenez rien. On a, nous, société occidentale, un rapport beaucoup plus distant avec l'histoire. Mais si vous cherchez bien dans n'importe quelle petite ville de Bretagne, vous apercevez que c'est par ici qu'arrivaient les Vikings et que c'est pas par hasard si cette église est sur cette petite île et si ce noble-là a fait alliance avec les Vikings pour défaire le noble d'à côté. Et quelque part, il y a toujours des traces. Moi j'ai toujours beaucoup aimé remonter à l'origine des choses. Et par exemple, Sequoia est né tout simplement d'une visite que j'ai faite à Nantucket, où je rencontre... L'île est au large de Massachusetts, voilà, d'où vient la famille de baleiniers. L'île de la chasse à la baleine, hein, l'île de Moby Dick. Hein. Le bateau de Melville dans Moby Dick part de Nantucket. Les premières scènes du livre se passent à Nantucket, parce qu'en fait, vous aviez 120 bateaux de chasse à la baleine. C'était la quasi-totalité de la flotte américaine, donc pratiquement mondiale, hein, de l'époque, qui a fait la richesse de Nantucket. Il ne faut pas oublier que c'était avant le pétrole. Donc les rues de Paris, sans doute de Rennes, hein, de Londres et de Melbourne étaient éclairées à l'huile de baleine. Hein. On a mis un éclairage public avant l'électricité. Donc chaque bateau qui revenait plein d'huile rendait son affréteur immédiatement multimillionnaire. C'était une fortune dont on a beaucoup de mal à imaginer ça maintenant. Et donc un écrivain local qui s'appelle Nathanael Philbrick fait un livre magnifique qui s'appelle Au cœur de l'océan, qui existe en français, d'ailleurs ça a été traduit, qui raconte les mésaventures d'une baleinière, donc la baleinière Essex, qui en 1802, si je me souviens bien, au large du Pérou, en plein Pacifique, est coulée par un cachalot. Ce qui normalement n'arrive jamais, sinon la chasse à la baleine aurait été impossible. Et là, ça est arrivé 3 fois, je crois, si je me souviens bien de mes recherches dans l'histoire de la chasse à la baleine. C'est-à-dire que le cachalot a volontairement coulé ce gros 3-mâts en lui fonçant dessus. Le bateau a coulé, les hommes se sont réfugiés dans les baleinières, donc ces petites barques qui heureusement avaient une voile, et comme ce sont de très très bons marins, en fait ils ont réussi à regagner la côte et donc à revenir à Nantucket où même 2 des marins ont écrit des livres. Et donc cet historien raconte, donc Au cœur de l'océan, l'odyssée incroyable des marins de la baleinière Essex. Ce livre fait un carton aux États-Unis. Moi, je propose à mon rédacteur en chef, qui est un fan de Moby Dick, je le savais, donc ça marche.